Il existe un endroit sur Terre où l'air est presque absent, où le corps meurt lentement, même si vous êtes simplement allongé et immobile. Les alpinistes l'appellent la zone de la mort. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couple qui a passé 5 nuits consécutives, sans oxygène, sans tente, aux limites des capacités humaines. De l'amour qui les a poussés là-bas, et du prix qu'ils ont dû payer. L'histoire se déroule en 91. L'Union soviétique venait de cesser d'exister, et les alpinistes, qui jusqu'alors prenaient principalement d'assaut les montagnes dites intérieures, Tadjikistan, Kirghizie, Kazakhstan, Caucase, se sont précipités en masse pour conquérir les sommets de 8000 mètres de l'Himalaya. À cette époque, les camps de base étaient bondés des plus forts grimpeurs de l'ex-URSS. C'est dans l'un de ces camps, situé au pied du sommet de 8000 mètres Cho-Oyu, que Frances Di Stefano, une alpiniste américaine, a rencontré l'un des meilleurs alpinistes soviétiques, Sergueï Arsentsiev. Il lui a proposé de participer conjointement à une expédition sur le Nanga Parbat, et elle a accepté. Des sentiments ont rapidement jailli entre les deux conquérants des montagnes, qui se sont conclus par un mariage en 92. Ils n'étaient pas seulement liés par une affection mutuelle, mais aussi par une passion commune pour les hauteurs. Ensemble, ils ont réalisé un nombre considérable d'ascensions dans le Pamir, le Tian Shan, le Caucase et la région de l'Himalaya. C'étaient des athlètes vraiment exceptionnels. Ils pratiquaient activement l'alpinisme et conquéraient un sommet après l'autre, y compris la première ascension d'une montagne sans nom de 5800 mètres dans le Pamir, qu'ils ont nommé le pic de la bonne volonté. Frances n'était en rien inférieure à son mari. C'est elle qui est devenue la première américaine à descendre l'Elbrus à ski. Et nous arrivons maintenant à la partie cruciale de notre récit. L'année 98 est arrivée. Sergueï et Frances ont décidé de conquérir l'Everest. Mais il ne s'agissait pas d'une simple ascension, cela n'aurait représenté aucune prouesse mondiale. Ils ont projeté de réaliser la première ascension féminine du sommet sans oxygène. Frances devait devenir la première représentante du sexe faible à atteindre le point culminant de la planète sans équipement d'oxygène. Est-il nécessaire d'expliquer à quel point c'était risqué ? Une tentative masculine sur 6 sans oxygène se termine par la mort de l'alpiniste, et il n'existait à l'époque aucun cas de réussite féminine. Malgré tous les risques, le 19 mai, les alpinistes se trouvaient déjà à l'altitude incroyable de 8200 mètres, où ils ont établi un camp d'assaut d'où ils prévoyaient de partir vers le sommet. Voici ce qui a été communiqué à la base. Sergueï Arsentsiev et Frances Di Stefano Arsentieva sont montés à 8200. La communication radio entre toutes les équipes sur la route et le camp de base est stable. Arsentsiev transmet par radio qu'ils sont en bon état et qu'ils ont l'intention de partir le 20 mai à 1h du matin. Il faut comprendre que l'altitude de 8200 mètres est déjà cette fameuse zone de la mort, où un minimum d'air atteint les poumons. Et quelles que soient les conditions de confort, vous vous éteignez progressivement. Même si vous êtes simplement allongé dans une tente, dans un sac de couchage chaud, et que vous ne bougez pas, le manque d'oxygène vous prive lentement de vos forces, et la récupération physique est impossible. Vous marchez littéralement, lentement vers votre perte. C'est précisément pour cette raison que les alpinistes appellent les altitudes de plus de 8000 mètres la zone de la mort. Mais malgré tout cela, après avoir passé avec succès la nuit à 8200 mètres, Sergueï et Frances entreprennent une tentative de sommet le matin. Ils sont partis exactement à l'heure prévue et avançaient avec assez d'assurance. Cependant, à un certain moment, les batteries de leur lampe frontale gèlent et les alpinistes ont jugé dangereux de continuer l'ascension dans l'obscurité. Ils décident de retourner au camp à 8200 mètres pour répéter plus tard leur tentative de sommet. Voici ce qui a été transmis à la base. Après avoir passé la nuit à 8200 mètres, Sergueï Arsentsiev et Frances Di Stefano Arsentieva ont tenté l'assaut du sommet. Ayant atteint les rochers du premier ressaut, ils ont été contraints de retourner à leur tente. Anatoly Mochnikov, qui est monté à 8200 mètres vers 3 heures de l'après-midi pour sa propre tentative de sommet,
a vu Sergueï et Française descendre le long de la crête. L'alpiniste de l'équipe russe, Anatoly Mochnikov, est monté au camp à 8200 mètres à 15 heures et a vu Française et Sergueï descendre le long de la crête. Selon ses observations, Sergueï marchait énergiquement et ne semblait pas épuisé, contrairement à la femme. Elle était visiblement à la traîne et, selon Anatoly, est arrivée au camp 30 minutes après son mari, après quoi elle s'est glissée dans la tente et n'en est plus sortie. Il est évident que le manque d'oxygène, déjà lors de cette première tentative, affectait sérieusement l'organisme de Française. Sergueï Arsentiev est descendu à sa tente et s'est immédiatement dirigé vers la tente de Mochnikov, qui se trouvait à 70 mètres de la leur. Sergueï a raconté qu'il n'était parti de 8200 qu'à 6h30 du matin et non à 1h du matin comme prévu. Pour des raisons obscures, toute leur batterie était à plat, alors que Française avait 2 lampes frontales de rechange. Anatoly Mochnikov, qui a rencontré Sergueï, était un ami proche et un guide commercial qui emmenait un client français sur l'Everest. Il donne des piles à Sergueï et propose de partir ensemble pour l'ascension le lendemain matin. C'est ce qu'ils ont fait. Le matin, Arsentiev, Française, Mochnikov et son client français, Romain Gilles, sont partis à l'assaut du sommet. Cependant, après seulement 100 mètres, Sergueï se rend compte que Française avance trop lentement. De toute évidence, le manque d'oxygène produisait ses effets. Elle n'avait parcouru qu'une 50aine de mètres. Leur équipe a été contrainte de retourner au camp à 8200 mètres. Pendant ce temps, Mochnikov a conduit avec succès son client sur l'Everest et, le 21 mai, il descendait déjà vers le camp à 8200 mètres, où Sergueï et sa femme passaient toujours la nuit. En arrivant aux tentes, Mochnikov essaie de les dissuader de l'ascension et propose de descendre ensemble le lendemain matin. Il faut comprendre que l'ascension de l'Everest est une entreprise incroyablement coûteuse. Elle coûte des dizaines de milliers de dollars et presque toujours, les alpinistes cherchent des sponsors et ont des obligations envers eux. Les coûts ne sont pas seulement financiers, mais aussi physiques. Les alpinistes se préparent à cette ascension pendant des années. Et renoncer en un instant à ses ambitions, à son rêve, perdre des dizaines de milliers de dollars, décevoir ses sponsors et redescendre sans rien est une chose que peu de conquérants de montagne sont capables de faire. C'est pourquoi, le 22 mai, après 3 nuits dans la zone de la mort sans oxygène, ils entreprennent une 3e tentative de sommet. L'heure exacte de leur départ de 8200 mètres est inconnue, mais c'était tôt. Selon certaines sources, c'était entre 2 et 3 heures du matin. Depuis le camp de base, Anatoly Chabanov, le chef de l'expédition ouzbek, les observait avec une lunette de 60 fois. Lors de la communication de 10 heures avec Mochnikov, il a transmis qu'il voyait le duo dans la zone du premier ressaut. À 14 heures, ils ont été vus au-dessus des rochers du 2e ressaut. C'est une altitude de 8700 mètres. Roustam Radjapov, un membre de l'expédition ouzbek qui avait commencé son ascension à 8 heures du matin, les a dépassés avant la fin de la journée à une altitude de 8800 mètres. Selon lui, Française marchait extrêmement lentement et s'asseyait souvent pour se reposer. De toute évidence, après 3 jours sans oxygène, son organisme était épuisé. À 16h40, Roustam Radjapov atteint le sommet de l'Everest et entame sa descente. Sur le chemin du retour, il rencontre à nouveau Sergueï et Française. Il comprend que le rythme du groupe est extrêmement lent et qu'ils n'auront pas le temps de descendre avant la tombée de la nuit. Il tente de dissuader Sergueï et les exhorte à descendre avec lui, soulignant que le rythme de Française a encore ralenti. Roustam Radjapov remonte même avec eux sur 50 mètres en direction du sommet. Un exploit incroyable pour quelqu'un qui vient de réaliser une telle ascension. Il les persuade de rebrousser chemin, mais Sergueï dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour eux, car ils ont un dépôt en bas, entre le 1er et le 2e ressaut, où, selon lui, il y avait des bouteilles d'oxygène, une tente et des vêtements chauds. Radjapov croit Arsentiev sur parole qu'il a tout le nécessaire pour une nuit en sécurité, les quitte et continue sa descente. Mais à 8630 mètres, il trouve ce dépôt.
Selon ses dires, il s'agissait d'un petit sac à dos à moitié vide et d'une bouteille d'oxygène à moitié vide. Il n'y avait ni tente, ni vêtements chauds. Quoi qu'il en soit, Sergueï et Frances Di Stefano atteignent finalement le sommet de l'Everest à 18h30 et entament leur descente. Frances devient la première femme à avoir gravi le sommet de l'Everest sans oxygène. Mais il n'y avait pas le temps de se réjouir. L'obscurité les rattrapait rapidement et une nuit glaciale les attendait. Très probablement, ils ont réussi à descendre jusqu'à leur dépôt, mais il n'y avait ni tente, ni sac de couchage, ni assez de vêtements chauds. Ce qui s'est passé pendant la nuit, nous ne pouvons que le deviner. Il est évident que la nuit passée à 8600 mètres a été tout simplement horrible. Et après une 4e nuit à plus de 8000 mètres, ils commencent leur descente le matin. Mais que ce soit à cause du mauvais temps ou de la fatigue générale, ils se perdent de vue. Leur groupe se sépare. Le matin du 23 mai, un groupe d'alpinistes ouzbeks composé d'Oleg Grigoriev, Andriy Fedorov, Sergueï Sokolov, Svetlana Baskakova et Marat Oussaïev a commencé son ascension. À 8450 mètres, ils rencontrent Sergueï Arsentsiev, qui leur demande « Où est ma femme? N'est-elle pas descendue ?» Les gars ont répondu par la négative. Sans rien dire, Arsentsiev a commencé à descendre vers les tentes, tandis qu'ils continuaient leur ascension. En montant plus haut, les alpinistes ont vu Frances. C'était à une centaine de mètres en dessous de leur lieu de bivouac présumé, à une altitude de 8550 mètres. Elle se tenait debout, appuyée contre un rocher, dans un état semi-conscient. Elle ne portait pas de harnais, son auto-assurance était attachée à la fermeture éclair de sa veste. L'équipe d'alpinistes ouzbeks, risquant en fait leur propre ascension, se met à aider Frances. Ils contactent la base et appellent un médecin. Le médecin lui recommande quelques comprimés de Trental et de l'oxygène, en ouvrant la valve à fond pour un débit de 4 litres par minute. Mais la femme n'arrêtait pas d'arracher son masque et de marmonner quelque chose. Voici ce que raconte le groupe ouzbek. Ses jambes ne fonctionnaient pas, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas descendre seule. Résultat de l'examen, pupilles dilatées, regard fixe, doigts des mains gelés, blancs. Après l'avoir assise, ils lui ont massé les mains et les pieds. À 11 heures, il y a eu une communication radio avec les groupes situés à 7700 et 7100 mètres. Mochnikov était à 7100 mètres, il a recommandé de faire descendre Frances. À 11h40, le chef du groupe, Grigoriev, décide que Sokolov, Baskanova et Oussaïev continueront l'ascension, tandis que lui et Fedorov resteront avec Frances. À 13h, Fedorov part également pour l'ascension, et ce, sans oxygène, car son masque et sa bouteille d'oxygène étaient restés avec Frances. Grigoriev a quitté Frances à 13h30 et s'est également dirigé vers le sommet. Avant de partir, il a assuré Frances à la corde fixe et a ajusté son masque à oxygène. 100 mètres plus loin, à 8630, il a trouvé l'emplacement du dépôt d'Arsentsiev, où se trouvait un sac à dos à moitié vide, une bouteille d'oxygène vide, un masque avec un détendeur, une lampe frontale et une gourde. Le groupe ouzbek réussit son ascension et entame la descente. Sur le chemin du retour, ils comptent évacuer Frances. Mais pour 5 personnes, ils n'avaient que 10 bouteilles d'oxygène, dont la majeure partie avait déjà été donnée à la victime. Et en restant à une telle altitude sans oxygène, l'équipe ouzbek risquait elle-même de rester pour toujours sur l'Everest. À ce moment-là, Fedorov et Oussaïev, qui lui avaient donné leur oxygène, se sentaient mal à la descente. Cependant, ils tentent de faire descendre l'Américaine. Ils réussissent à la traîner sur une centaine de mètres, mais le groupe se retrouve lui-même au bord de la mort. Le chef décide de ne pas risquer la vie de ses hommes et leur dit de descendre, tandis que Grigoriev reste avec Frances. À ce moment-là, la femme était déjà prise de convulsions périodiques. Grigoriev est resté assis avec elle jusqu'à 20 heures et comprend qu'il ne survivra probablement pas à une nuit glaciale. Il la quitte et descend.
Grigoriev a assuré Française, a branché la dernière bouteille d'oxygène, a ajusté ses moufles, son bonnet, sa capuche et a commencé sa descente. À sa grande surprise, pendant la descente, il rencontre un alpiniste qui monte. Quel fou est décidé de prendre l'Everest d'assaut la nuit? En arrivant à sa hauteur, Grigoriev reconnaît Arsentiev, qui était descendu jusqu'aux tentes, avait pris une bouteille d'oxygène et, avec une force surhumaine, tentait pour la deuxième fois l'assaut de l'Everest, où sa femme était restée. Quand les alpinistes épuisés se sont croisés, Arsentiev a demandé « Où est Française ?» Grigoriev a répondu « Elle est encore en vie ». C'était la 5e nuit de Sergueï et Française, à une altitude bien supérieure à 8000 mètres et pratiquement sans oxygène. De plus, c'était leur 2e nuit sans tente. Pendant ce temps, les alpinistes de l'équipe ouzbek, qui étaient déjà redescendus en toute sécurité au camp de 8200 mètres, tentaient de convaincre certains des Sherpas de monter pour aider les victimes, leur promettant de très grosses sommes d'argent. Mais aucun d'eux n'a accepté de prendre un tel risque. Personne n'a plus jamais revu Sergueï Arsentiev. Le 24 mai, les membres de l'équipe ouzbek ont tenté de sauver leurs camarades. Toukvatulin Ilyas, Zaïkin Andrei et Dokukin Alexei sont partis vers l'endroit où ils avaient laissé Française. Mais près d'elle se trouvaient déjà les alpinistes Jan Woodall et Kati O'Dowd, ainsi que 4 Sherpas de l'expédition sud-africaine, 6 personnes au total. Ce jour-là, ils étaient partis pour l'ascension de l'Everest. Étonnamment, au 5e jour à une telle altitude, Française était toujours en vie. Elle répétait sans cesse « Help, help ». Ses bras étaient hors des manches, sous sa doudoune, sans moufle. Son bonnet était enlevé. Le masque à oxygène était également enlevé et attaché avec un lacet à la corde fixe. La bouteille d'oxygène était déconnectée. Française elle-même était attachée à l'extrémité de la corde fixe. Un peu plus bas sur le sentier, à 50 mètres d'elle, sur la crête, ont été retrouvés le piolet et la corde de Sergueï. Il est probable qu'il ait finalement atteint sa femme, qu'il ait passé cette nuit près d'elle. Mais ni Sergueï lui-même, ni son corps n'étaient visibles nulle part. Les alpinistes sud-africains ont fait boire du thé à Française, lui ont massé les pieds et se sont assurés qu'elle ne pouvait pas descendre seule. Toukvatulin a proposé de lui faire une injection d'adrénaline et avait même déjà réchauffé l'ampoule, mais il est vite devenu évident pour tout le monde que cela ne l'aiderait plus. Puis, après s'être concertés, les Sud-Africains, sans dire un mot, ont fait demi-tour et sont redescendus. Ils ont renoncé à leur ascension. Kati O'Dowd a pleuré tout le long du chemin. De toute évidence, cette rencontre en montagne a bouleversé beaucoup de choses dans sa vie. Voici comment la jeune femme se souvient de ces événements. J'ai fixé le corps, clignant des yeux avec incrédulité. Nous étions à l'ombre du premier ressaut. La lumière était donc faible. Le corps gisait à environ 10 mètres de l'endroit où je me tenais, et il était incliné, me tournant le dos. Il a tressailli, un mouvement horrible, comme une marionnette dont on tire violemment les fils. Nous étions sur une voie bien organisée, et jusqu'ici réussie vers le sommet de l'Everest, et ne nous soucions que de nous-mêmes. Maintenant, sur notre chemin, se trouvait un inconnu, gémissant et mourant. Le Sherpa m'a crié de ne pas regarder et m'a fait signe de continuer, me disant de le suivre sur le ressaut. J'ai jeté un regard en arrière sur la silhouette tressaillante. Nous sommes restés là, hésitant à bouger. L'argent, le temps, des milliers de mètres d'efforts physiques et mentaux. Nous avions des sponsors qui s'attendaient à ce que nous atteignions le sommet. Nous avions des ambitions personnelles qui pointaient dans la même direction. Nous n'étions qu'à 240 mètres du sommet, seulement 4 ou 5 heures, et nous y serions. Nous étions si proches. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas placer le sommet d'une montagne au-dessus d'une vie humaine. Aussi désespérée que soit la situation de cette personne, je devais essayer d'aider. Et j'ai crié au Sherpa, « Ce corps est vivant, je vais voir !» Il leur a fallu un certain temps pour comprendre ce que je disais. On ne peut pas simplement partir comme ça.
ai-je insisté. Je pensais que c'était peut-être quelqu'un de l'équipe russe. La personne était allongée, avec son assurance attachée à la corde, sur le dos, la tête et les jambes pendantes de chaque côté. Je me suis agenouillé avec précaution à côté du corps, et j'ai vu que c'était une femme. « Ne me laissez pas », a-t-elle dit. Sa peau était d'un blanc laiteux et parfaitement lisse. C'était le signe d'une grave gelure, et cela la faisait ressembler à une poupée de porcelaine. Ses yeux me regardaient sans me voir. Ses pupilles étaient énormes, sombres et vides. « Ne me laissez pas », a-t-elle marmonné. J'étais stupéfaite. Avec ses longs cheveux sombres, elle me ressemblait. Et pendant une seconde, j'ai cru voir mon propre avenir. Le fait qu'elle soit consciente était à la fois encourageant et terrifiant. Peut-être pourrions-nous la sauver, ou peut-être devrions-nous l'abandonner. « Je dois aller chercher les autres membres de l'équipe », lui ai-je dit. « Nous sommes plusieurs ici. Nous allons essayer de vous aider. Je reviendrai, c'est promis. »« Pourquoi me faites-vous ça ?» a-t-elle gémi. Les Sherpas, déçus, ont commencé à descendre. La femme n'avait aucune blessure visible. Elle était impuissante, comme une poupée de chiffon. À côté d'elle se trouvait une bouteille d'oxygène orange de fabrication russe et un masque. Nous n'avions aucun moyen de lui donner de l'oxygène. Son masque n'était pas compatible avec nos bouteilles. Nous avions des bouteilles de rechange, mais pas de masque de rechange. Pour que l'oxygène ait un effet, il aurait fallu régler un débit élevé et rester là pendant plusieurs heures. Et cela signifiait que l'un de nous devrait se passer d'oxygène. 3 alpinistes ouzbeks approchaient. « Vous allez nous aider ?» ai-je demandé à l'un d'eux. « Cette femme est en train de mourir. Nous pourrions la faire descendre. Vous nous aiderez ?» Le chef des 3 m'a regardé de haut, à contre-cœur. « Nous avons essayé d'aider hier. Nous avons laissé de l'oxygène. Elle est trop mal en point pour qu'on puisse l'aider. Nous sommes restés avec Frances pendant près d'1 heure, immobiles, par une température d'environ moins 30 degrés Celsius, assis dans une position dangereuse sur une pente raide et instable. J'ai commencé à avoir très froid. Mes doigts étaient presque complètement engourdis. Je frissonnais de tout mon corps et mes dents claquaient sous mon masque à oxygène. La décision de quitter Frances est venue sans longue discussion. C'était l'opinion partagée depuis longtemps par les alpinistes ouzbeks et les Sherpas. Je n'avais jamais été confronté à une telle situation. J'avais déjà croisé des corps. J'avais des amis qui n'étaient pas revenus. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un mourir, et je n'aurais pas dû l'abandonner. Et ils furent les derniers à voir Frances en vie. Mais Ian Woodall et Cathy O'Dowd se sont fait la promesse qu'un jour, ils retourneraient sur l'Everest pour enterrer Frances. Pendant 8 longues années, son corps est resté sur le plus haut sommet du monde. Elle n'y était pas seule. De nombreux alpinistes restent allongés là où la vie les a quittés. À une telle altitude, il est pratiquement impossible de descendre les corps. C'est pourquoi le chemin vers l'Everest est parsemé de leurs dépouilles. Ils deviennent des sortes de points de repère et un rappel que la mort rôde tout près. Les corps des alpinistes ne se décomposent pas en raison des basses températures. On leur donne souvent des surnoms. Ainsi, le corps de Frances a été surnommé par les alpinistes la Belle au bois dormant, et elle a longtemps servi de point de repère lors de l'ascension. Cependant, Ian Woodall et Cathy O'Dowd ont tenu leur promesse. En 2007, ils ont organisé une nouvelle expédition pour enterrer le corps de Frances Arsentieff et celui d'un alpiniste non identifié, surnommé Botsert, tous deux devenus de célèbres points de repère de l'Everest. Mais ils n'ont pas réussi à descendre le corps du sommet. C'est une tâche trop complexe. Ils ont déplacé Frances dans un endroit moins visible, ont recouvert son corps d'un drapeau américain et ont pris une partie de son équipement pour le remettre à sa famille. La mystérieuse disparition de son mari, Sergei Arsentieff, a été élucidée bien plus tôt, lorsque Jake Norton, participant à l'expédition de 99 à la recherche des corps de Mallory et Irvine, a découvert le corps de Sergei un peu plus bas sur le flanc de la montagne. Apparemment, il a fait une chute à peu près du même endroit où sa femme était restée. C'est l'une des plus tristes histoires d'amour, et d'amour pour les montagnes, qui leur a été fatale. Si vous avez aimé cet épisode,
n'oubliez pas de mettre un j'aime. Écrivez dans les commentaires tout ce que vous pensez de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.